Alors bonjour à tous, nous allons continuer donc la série de vidéos sur la partie 7 traitant du système immunitaire et la défense de l'organisme et donc la dernière vidéo sur le chapitre 7.3 traitant de la grippe. Donc il y a 5 premières vidéos sur ce chapitre, donc traitant de l'immunité innée, acquise à médiation humorale et cellulaire, la coopération cellulaire avec le rôle des lymphocytes T4 et enfin on avait fait une 5e vidéo sur la prévention de la grippe par la vaccination. Dans cette dernière vidéo, on va parler des outils d'exploration de l'immunité qui sont les analyses sanguines. On va commencer par l'analyse de résultats d'analyse sanguine. Donc tout d'abord, vous devez connaître le nom de l'analyse sanguine, qu'on appelle l'hémogramme, qu'on peut aussi appeler le NFS pour numération formule sanguine. Donc vous devez connaître sa définition, c'est une analyse quantitative, ça veut dire qu'on va donner des chiffres, des valeurs précises de différents types de globules, donc ce qu'on appelle la numération globulaire, donc les globules blancs, les différentes catégories de globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. Et on va également faire une analyse qualitative, c'est-à-dire en faire une formule leucocytaire, des éléments figurés du sang. Vous avez ici un exemple donc d'analyse, ici d'une femme de 42 ans. Donc là, on vous donne toujours le nom du paramètre mesuré, donc de 1 à 11. On a ici la valeur obtenue pour la patiente et on a les valeurs de référence, toujours, c'est-à-dire les valeurs qu'on attend chez ce patient. Donc là, si on regarde bien, on va peut-être pas tout regarder, mais là on a le nombre d'hématies par millimètre cube. On voit que là, elle est à 4 752 000. On est entre 4 millions 2 et 5 millions 2, donc là tout va bien. Par contre, pour le taux d'hémoglobine, on voit ici que normalement on doit être entre 120 et 160 grammes par litre. Et là, on est seulement à 105 grammes par litre. Donc là, on a une valeur inférieure. Donc ça, on l'a déjà vu, quand le taux d'hémoglobine est inférieur aux valeurs de référence, c'est signe d'une anémie. Pour les autres paramètres, il n'y a pas de rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alarme. Donc il n'y a aucune anomalie, à part donc le taux d'hémoglobine. Alors, on va voir maintenant le nom des différents éléments figurés du sang et les anomalies que l'on peut associer. Donc tout d'abord, pour les hématies, qu'on appelle aussi les globules rouges, on parle de polyglobulie. Donc ça, c'est un terme très important à connaître, à prendre par cœur. C'est lorsque le nombre de globules rouges est trop élevé. Et lorsqu'il n'y a pas assez de globules rouges, on parle d'érythropénie. Érythro qui veut dire rouge, et pénie pour dire en manque de. Pour le taux d'hémoglobine, qu'on va abréger H majuscule et B minuscule, donc lorsqu'il y a une augmentation chez les personnes en altitude ou les fumeurs, donc ça c'est quelque chose de physiologique en lien avec justement le manque d'oxygène en altitude et le manque d'apport d'oxygène dû à la présence de substances sur la muqueuse respiratoire. Et lorsqu'il y a une diminution du taux d'hémoglobine, on vient d'en parler sur le document justement de la patiente de 42 ans, on parle d'anémie. Pour l'hématocrite, qu'on va abréger HT, il correspond au pourcentage du volume sanguin occupé par les hématies. Il diminue en cas d'anémie et augmente lors d'une déshydratation. Autre paramètre important, ce sont les leucocytes qu'on appelle aussi les globules blancs. Lorsqu'il y en a trop, donc supérieure valeur de référence, on parle d'hyperleucocytose. Donc ça peut être le cas lorsqu'on on a une infection, puisqu'on va justement produire plus de globules blancs pour nous défendre. Et dans le cas d'une diminution de globules blancs dans le sang, on parle de leucopénie ou de lymphopénie. Donc ça, on peut le rencontrer lors d'une insuffisance rénale ou lorsqu'on prend des médicaments de type chimiothérapie. On a ensuite un autre élément figuré du sang qui sont les thrombocytes, appelés également plaquettes. Lorsqu'il y a trop de plaquettes par rapport aux références, on parle de thrombocytose. Donc là, ça peut être il peut y avoir un risque d'obstruction d'un vaisseau par un caillot. Et lorsqu'il y en a peu, on parle de thrombopénie. Et là, ça révèle un problème de coagulation. La formule leucocytaire indique donc la répartition en pourcentage et en quantité par millimètre cube de différentes catégories de leucocytes. Donc pareil, on fait donc sur 100 globules blancs, on compte combien il y a de granulocytes neutrophiles, combien de granulocytes éosinophiles, et on compare les pourcentages obtenus du patient par rapport également à des valeurs de référence. Donc l'augmentation d'une catégorie de leucocytes, donc globules blancs,
permet d'obtenir des informations sur le type d'infection, si c'est une réaction inflammatoire, si c'est une allergie, ou alors une parasitose, c'est-à-dire une maladie due à la présence d'un parasite, ou la présence d'un virus. On va également rechercher des marqueurs de l'inflammation. Donc là, on va voir par deux critères. Tout d'abord par la VS, qu'on appelle la vitesse de sédimentation. Donc je vous ai mis dans le cours une photographie de l'analyse de VS. Donc en fait, ce sont des tubes ici de 4 patients dans lesquels on a mis un petit tube gradué de 100 à 0. Donc au départ, le sang monte jusqu'à 0. Ensuite, on laisse écouler 1 heure et on lit la graduation où est arrivé le sang. Et on laisse à nouveau une autre heure. Donc au bout de 2 heures, on lit la deuxième graduation et on compare aux valeurs de référence. Donc là, c'est une photo vraiment prise en laboratoire. On a ici 5 patients. Et là, c'est une lecture. On voit ici que le sang a nettement baissé. Donc quasiment, ici on est à 10, 20, 30, 40, 50, 60, voire 70. Donc là c'est vraiment très important. Donc je vous ai mis dans le cours, j'ai résumé vraiment ce qu'il faut retenir. Donc la vitesse de sédimentation est un test qui mesure la vitesse de chute des globules rouges au fond d'un tube à essai lors d'une prise de sang. Cette vitesse dépend de la concentration de protéines contenues dans le sang et elle diffère en fonction de certains facteurs tels que le sexe, l'âge, également durant une grossesse, prise de certains médicaments. Donc, la vitesse de sédimentation normale observée chez l'homme est différente de celle observée chez la femme, donc on tient compte des critères. Le test s'effectue en 2 parties durant lesquelles la vitesse de sédimentation est mesurée au bout d'1 heure, puis une seconde fois au bout de 2 heures. Et donc ce test est un test rapide et peu coûteux, dont le but est généralement de mesurer le taux d'inflammation chez le patient. En effet, la vitesse de sédimentation, c'est-à-dire la chute des globules rouges, varie, augmente en cas d'inflammation, ce qui en fait un examen parfait pour déceler un tel problème. Donc je vous ai mis dans le cours aussi, alors c'est en parce que ce n'est pas à retenir, si vous avez ce type d'examen à analyser, on vous donnera les valeurs de référence. Pour l'homme de moins de 50 ans, à la première heure, la VS doit être inférieure à 15 mm ou inférieure à 20 mm après 50 ans. Chez la femme de moins de 50 ans, elle doit être inférieure à 20 mm à la première heure et inférieure à 25 mm après 50 ans. On peut également doser la protéine C-réactive, donc la CRP. Cette protéine est produite par le foie et donc son taux dans le sang augmente rapidement en cas d'infection ou d'inflammation. Elle diminue ensuite en cas d'amélioration plus rapidement que la VS. Donc cette protéine, c'est vraiment le marqueur de la phase aiguë de l'infection bactérienne ou de la poussée inflammatoire des maladies rhumatismales, comme la polyarthrite rhumatoïde. Alors sa valeur normale ou peu élevée permet de confirmer l'origine virale d'une infection en cas de VS élevé. Donc on va associer les deux marqueurs de l'inflammation et ça permet de surveiller des syndromes inflammatoires chroniques et de dépister précocement des poussées aiguës ou des surinfections bactériennes. Dernier outil pour justement explorer les réponses immunitaires, c'est la réalisation d'un sérodiagnostic. Donc le sérodiagnostic, c'est une analyse faite en laboratoire sur le sérum du patient. Donc là, on fait un diagnostic indirect d'une infection, puisque là, ça va permettre de doser les anticorps produits par l'individu pour se défendre. Alors, il permet de savoir si le patient n'a pas été contaminé par l'agent pathogène, ça veut dire qu'il est séronégatif, c'est-à-dire qu'il n'a pas produit d'anticorps, ou s'il a été en contact avec et qu'il a déclenché une réaction immunitaire humorale avec production d'anticorps. Et là, on dit que le patient est séropositif. Cette recherche d'anticorps peut se faire par différentes techniques, mais la plus couramment utilisée est le test ELISA pour Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Alors sur le document 19, vous avez justement une microplaque de 96 puits. Donc là, on va tester plusieurs patients avec des dilutions différentes. Et quand les tests sont terminés, on va les voir juste après, on place justement cette microplaque dans un lecteur de microplaque qui va faire la lecture de la couleur ici en donnant des valeurs d'absorbance. Et ensuite, on peut retranscrire sur une droite d'étalonnage pour voir le taux d'anticorps. Alors le principe du test ELISA, donc là vous avez les 6 phases sur le même schéma, donc il faut le dire du bas vers le haut, avec des codes couleurs ici.
Donc cette technique se déroule en plusieurs étapes. Donc en 1, on a ici en gris le fond de la plaque. On a donc recouvert ici cette plaque de déterminants antigéniques, donc des petits morceaux d'antigènes, des petits morceaux de l'agent pathogène qu'on recherche. Et on veut voir si le patient a produit des anticorps. Donc justement en 2, on dépose le sérum du patient à tester, ici. Et en 3, on va rincer, c'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui n'est pas fixé sur les antigènes. En 4, on ajoute un excès d'anticorps secondaires. Vous voyez, l'anticorps là va reconnaître le premier anticorps qui était ici, ce qu'on appelle secondaire, spécifique de la partie constante des anticorps du patient. Et on voit que ce deuxième anticorps est relié à une enzyme qui est représentée ici en jaune. Ensuite, on rince, toujours pour le même principe. S'il y a des anticorps ici qui ne sont pas fixés, on va les éliminer. Ensuite, en 6, on ajoute le substrat qui est ici incolore. Et si justement, dans notre puits, j'ai l'enzyme ici, l'enzyme va donc fixer le substrat et va le transformer en produit qui, lui, est coloré. Et donc, on va avoir deux résultats différents. Là, on a le cas justement... Alors, premier cas, si le patient possède des anticorps recherchés, c'est le cas du schéma ici, puisque les anticorps ici sont bien présents en phase 2. Donc l'anticorps secondaire a réussi à se fixer dessus, et donc l'enzyme a pu transformer le substrat en couleur, en produit coloré. Donc il y a eu formation du complexe antigène-anticorps en étape 2. L'anticorps secondaire a pu se fixer en 4, et le substrat est transformé en produit coloré par l'enzyme. Donc là, on a une couleur dans le puits, la microplaque. Par contre, si le patient ne possède pas les anticorps recherchés, c'est-à-dire que là, en 2, il n'y a rien du tout, c'est-à-dire que le deuxième anticorps ne peut pas se fixer. Donc, le complexe antigène-anticorps en étape 2 ne peut pas se former, l'anticorps secondaire ne peut pas se fixer en 4, et donc le substrat n'est pas transformé en produit coloré par l'enzyme et le puits reste incolore. Donc grâce à ce test enzymatique ou immunoenzymatique, ça fait intervenir des anticorps et des enzymes, s'il y a une couleur, on sait que le patient a développé une réponse immunitaire et a produit des anticorps. S'il n'y a pas de couleur, le patient n'a pas développé de réponse immunitaire, donc il n'a pas été en contact avec l'agent pathogène. Voilà, c'est la fin de la 6e vidéo sur le chapitre 7.3, donc traitant de la grippe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut, de sélectionner la cloche pour avoir des notifications pour les nouvelles vidéos, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.